Bonjour à tous. Je remercie l'ensemble des intervenants qui ont accepté de participer à cet après-midi et puis redire également que ce n'est pas effectivement un travail solitaire, c'est un travail d'équipe avec la commission espace de rencontre, avec Laure Le Châtelier, secrétaire générale, et puis les salariés du siège qui ont permis que cet après-midi puisse se faire dans les meilleures conditions possibles. Je souhaitais dans un premier temps rappeler les modalités d'organisation. Donc, il y aura 4 prises de parole. Monsieur Morange, comme cela a été annoncé, qui nous présentera donc une restitution synthétique de la recherche. Nous aurons le témoignage de 2 adhérentes qui vont nous présenter des spécificités dans leur service espace rencontre. Et puis, nous aurons la prise de parole de Madame Pasquier, magistrat et adjoint chef de bureau et accès au droit et à la médiation, qui interviendra entre les 2 témoignages. Tiens, Armel, Donc, vous rappelez aussi que pour essayer de mettre en place une organisation satisfaisante en lien avec cette visio, les 4 intervenants prendront la parole les uns après les autres et c'est à l'issue de l'ensemble de ces interventions que nous vous proposerons un temps d'échange. Donc, vous pourrez adresser vos questions et remarques par chat, certains déjà l'utilisent pas mal, ou en utilisant en bas de votre écran le petit bonhomme souriant où il est noté réaction. Donc, c'est aussi là un moyen de pouvoir prendre la parole. Et enfin, je n'oublie pas de vous dire que, et de vous informer qu'il est procédé à un enregistrement de cet après-midi. Voilà. Alors, écoutez, je vais donner la parole sans plus attendre à Monsieur Morange, donc docteur en sociologie et chercheur à l'IRTS Normandie, qui va, en 20 minutes à peu près, vous présenter une présentation synthétique de cette recherche avec l'appui d'un PowerPoint. Monsieur Morange, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend comme il faut. Je vais essayer alors, à la fois de continuer à voir l'image tout en tentant cette opération d'écran partagé. Je pense y être parvenu. Donc, normalement, alors, il faut peut-être que je mette ça en plein écran. Je ne sais pas ce que vous voyez vous-même, parce que moi, j'ai mes vignettes sur la gauche. Est-ce que ça va comme ça? Oui, oui, on voit. Vous voyez l'ensemble. Alors, c'est peut-être pas très agréable. Il faut peut-être que j'arrive à mettre en mode diaporama. Voilà, on va essayer. Ça ne bouge pas. Bon, c'est pas grave si ça ne vous dérange pas la présentation comme ça, parce que je vois pas. Ah, voilà, peut-être. Voilà. On est meilleur sur le terrain qu'avec la technique, nous les sociologues. Voilà. Donc, écoutez, pour pas trop tarder, parce qu'effectivement, il y a un programme relativement chargé si l'on veut avoir des moments très ouverts de discussion. Peut-être en préalable, je voudrais aussi, moi, remercier vraiment de l'accueil qui a été fait à tous les niveaux, tous les collègues qui se sont rendus sur le terrain, bien évidemment, parce que le travail en amont avait été effectivement fort bien conduit pour qu'on travaille en très bonne intelligence, que le travail de terrain soit vraiment facilité avec les conditions que vous savez, vous, les intervenants dans ces espaces rencontres, avec les conditions spécifiques pour à la fois trouver le moment de réaliser nos entretiens et puis en même temps de ne pas gêner le bon déroulement du travail ordinaire, si j'ose dire. J'ajouterai toutes les bonnes relations institutionnelles qui ont été aussi rappelées par mon directeur. Et également, donc, avant qu'elles doivent nous quitter, je salue aussi la bonne l'efficacité qu'on arrive à trouver avec la CNAF, avec Jeanne Monaclet, pour faire avancer un certain nombre de documents notamment, et j'espère aussi pouvoir proposer un autre document qui sera, lui, peut-être plus académique, plus approfondi encore,
qui prendra un petit peu de hauteur par rapport à la recherche à proprement parler. Voilà, donc tout va bien, tout s'organise comme il faut. Je parle des écrits, hein, des choses déjà livrées et d'autres qui le seront. Pourquoi? Parce que, évidemment, tout de suite, dans cet espace-là, avec une vingtaine de minutes, je ne pourrais rendre compte que d'une synthèse de la synthèse, en quelque sorte. Mais je me réserve, je garde donc à l'esprit que je pourrais répondre, compléter ultérieurement après cette présentation. Simplement un rappel du plan de réalisation. Donc, ça a été redit, hein, un processus assez long, mais c'est bien normal parce qu'il y avait quand même, j'allais dire, un certain nombre de sites ciblés, d'ailleurs, bien pensés, hein, là encore en amont, à visiter. Nous nous y sommes mis à plusieurs. Moi-même, je me suis rendu dans 3 sites. Ce qui m'a permis de m'immerger comme il faut pour effectivement aussi reprendre l'ensemble des travaux depuis le départ, moi qui ne connaissais pas ce dispositif. Mais voilà, je suis très content d'avoir eu une ouverture vers cela et de m'être emparé de l'affaire. Donc là, vous avez un petit peu toutes les personnes qui ont participé. Ça a été déjà dit un petit peu. Il y a du Larsen, il y a une ambulance peut-être qui passe, je ne sais où. Donc, un rappel, hein, simplement de ce qu'on nomme communément la méthodologie. Donc, une phase un peu préliminaire de documentation. Alors, je dois préciser qu'on bénéficie ici à l'IRTS donc d'un centre de ressources documentaires et on peut, au niveau de la recherche, s'appuyer sur ces ressources et demander même une veille. D'ailleurs, une veille qui court encore pour ce qui me concerne en relation avec le centre de ressources concernant les espaces de rencontre. Une douzaine d'espaces de rencontre, donc je ne les ai pas nommés ici, ils se reconnaîtront ou bien vous aurez accès, ils sont mentionnés dans les différents documents qui ont été cités, mais l'idée c'était d'avoir quelque chose d'assez représentatif, hein, à défaut d'être dans une exhaustivité maximale. Je pense qu'on a quand même pu là avoir un échantillonnage qui rend compte véritablement de la réalité des espaces rencontres pour les espaces rencontres affiliés à la FENAMEF sur le territoire. Alors, une démarche, le terme de recherche-action, c'est un petit peu compliqué parce que bon, il y a un petit peu de tout dans le domaine en recherche. Il y a des recherches-actions qui sont plus actions, d'autres qui sont plus recherche, et puis entre les deux, beaucoup de choses. On a essayé de s'approcher le plus possible de l'esprit, hein, de la recherche-action, c'est-à-dire une approche un peu collaborative quand on est sur le terrain, sachant que là, nous n'étions sur le terrain dans chaque espace de rencontre qu'un jour à deux. Hein, donc, on ne peut pas non plus prétendre véritablement à une recherche-action au sens de travaux plus connus qui vont jusqu'à une implication quasiment dans la redéfinition même ou dans la transformation de l'objet étudié. Hein. Mais on a essayé en tout cas d'être le plus dans l'échange pour disons, faire effet de miroir, on va dire, regard extérieur par rapport aux personnes que nous avons rencontrées. Je veux parler là des professionnels et des responsables des espaces rencontres que l'on a rencontrés. On s'est immergé également donc, dans les documents auxquels la FENAMEF avait permis d'avoir accès, hein, notamment les projets de service. Et on a pu voir comment ça pouvait varier d'un endroit à l'autre. Voilà, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. L'observation participante, une vieille technique, mais absolument passionnante, qu'on ne peut pas déconnecter de la question des entretiens, mais ça reste très important de pouvoir rendre compte de ce que l'on observe tout simplement. Et j'ai essayé dans le rapport de mettre à profit, hein, cette observation faite en direct, y compris des petites choses peut-être anodines qui ne peuvent pas figurer dans des entretiens, mais sur des gestes, sur des mouvements, sur des allées et venues, etc. Et puis alors les entretiens en tant que tels, méthode éprouvée, un nombre important, voire très important d'entretiens pour ce type de recherche, 118.
une centaine exploitables. On en a, disons, sans, sans les renier, on a quand même, il y a quelques entretiens qui étaient soit redondants par rapport à d'autres, soit difficiles à exploiter, notamment pour ce qui concerne les entretiens avec les enfants ou les adolescents. Ça n'a pas été facile. Ils n'ont pas été tous d'ailleurs réalisés sur tous les sites pour des raisons diverses, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte aussi en cours de route que c'était de toute façon une pratique très, très compliquée, peut-être à redéfinir avant de se lancer véritablement dans ces entretiens, même si ça a été très éclairant d'observer notamment les réactions d'adolescents, hein. Donc voilà, un panel assez divers, et puis surtout donc la grosse cohorte, les parents, parents visiteurs et parents hébergeants qui se sont tous quasiment prêtés, enfin il y a eu très très peu de cas de refus, hein. C'était plutôt les refus pour des questions de temps, d'organisation personnelle des parents, mais sinon ils étaient très, très heureux de pouvoir nous parler, d'autant qu'on était bien repérés par eux comme étant extérieur, neutre, voilà. Et dans ces cas-là, c'est notre bénéfice à nous, chercheurs de terrain, on collecte une parole libre et assez dense en général. Voilà. Alors, justement, alors là, vous avez quelques repères, juste des titres, hein, puisque je ne voulais pas non plus vous assommer de textes, nous qui sommes tous maintenant devant des écrans. Bon, il y aura des écrits pour cela, mais donc je vais essayer de reprendre. J'ai quelques notes, mais en fait, je pense que je vais comme ça parler librement pour ne pas dépasser non plus. Euh, alors, du côté des parents, il y a quelques axes thématiques ici. Alors, ah oui, j'ai oublié de préciser que enfin, nous sommes allés sur le terrain avec quand même une demande qui était assez vaste, donc avec un souci d'exhaustivité, hein. Donc, notre observation et les entretiens ont vraiment porté sur, je vais dire, un petit peu tout ce qu'on pouvait observer ou collecter dans un espace de rencontre, sans qu'il s'agisse pour autant d'une expertise, hein. Il s'agissait bien de travailler ensemble, si j'ose dire, hein, pour repérer du mieux possible. Alors, euh, hum, mieux comprendre, observer, définir les fonctionnements des espaces de rencontre, qu'il s'agisse du côté professionnel, parents, entre autres, et puis ensuite analyser un petit peu tout cela, donc, et de collecter le maximum d'éléments possibles avant un travail de recoupement de données qui a été un petit peu lourd pour le coup, mais sans difficulté notable. Donc, les parents, ils disent globalement, de toute façon, leur grande satisfaction, hein. Alors, il y a toujours des voix discordantes, hein, surtout sur un nombre de parents interviewés comme ça, et puis c'est bien normal. Tout le monde, ces personnes sont en général dans des situations difficiles. Il y a eu des tensions dans le couple, elles y sont encore d'ailleurs souvent, et donc il y a forcément des phénomènes de rancœur, d'hostilité vis-à-vis de la justice, par exemple, qui peuvent venir interférer, hein, dans le regard qu'ils peuvent porter parfois sur les espaces de rencontre. Mais globalement, ils disent à quel point c'était salutaire pour eux, qu'ils ont bien compris que c'était le dispositif qu'il fallait à défaut de pouvoir être dans un autre dispositif qu'ils ont peut-être d'ailleurs connu pour une majorité d'entre eux, pardon, par ailleurs, hein. Alors, l'importance des premières relations avec l'espace de rencontre, ça c'est très notable. Alors, il y a deux aspects. Il y a les réunions d'accueil, le partage d'informations et qui se déroulent dans des conditions parfois un peu différentes. Bon, alors les gens sont demandeurs, et aussi de visiter, hein, qu'ils soient hébergeants ou visiteurs, ces parents, d'avoir un regard sur l'espace même, hein, concret, où l'enfant va venir, hein, et la situation dans laquelle l'enfant va être mis. Ça, c'est très important pour eux, c'était très notable. Satisfait, je l'ai dit, je n'y reviens pas. Demandeur de soutien, qu'est-ce que j'appelle soutien? C'est à la fois alors, ils apprécient l'accompagnement professionnel en général, mais ils disent un peu leur petit manque parfois, hein. Les équipes font au maximum, mais leur petit manque de petits moments comme ça, on dirait
non pas de débriefing, parce que c'est du mauvais français, mais disons de retour sur ce qu'ils viennent de vivre, de souffler, d'échanger. Bon, ça c'est très important. Et puis alors, les parents visiteurs sont très demandeurs. D'ailleurs, souvent, ils demandent directement aux équipes, hein, de ce qui s'est passé avec l'autre parent. Bon, faut gérer tout ça, c'est pas évident, mais c'est une partie, semble-t-il, quand même très très importante pour eux, pour qu'ils s'impliquent véritablement dans le dispositif de manière tranquille, apaisée, rassurée, hein. L'importance du bâti et de son aménagement, alors ça, on est un petit peu dans autre chose, mais les parents portent une attention aussi là-dessus, mais on peut en parler plus largement. C'est évidemment fondamental, puisque l'espace de rencontre, comme son nom l'indique, est d'abord un espace concret. Et donc, selon la qualité de cet espace, qu'il s'agisse d'une maison, d'un appartement, qu'il y ait une cour, un jardin ou pas, évidemment, ça va changer l'attractivité, on pourrait dire, hein, pour les parents, pour les enfants et aussi même pour le vécu des professionnels. Donc tout ça est important. Il y a un petit peu de tout, comme vous le savez, dans ces espaces. En beaucoup de lieux, on essaye de trouver des solutions d'amélioration, qu'il s'agisse de l'aménagement intérieur, mais aussi pour trouver des nouveaux locaux, tout simplement, pour être plus à l'aise, pour qu'il y ait moins de promiscuité, par exemple, entre plusieurs familles qui sont présentes en même temps. Bon, c'est effectivement un aspect assez fondamental, mais derrière cela, il y a des questions de coûts, d'investissement, de partenariat peut-être, bon, des choses un peu lourdes à assumer ou à organiser. Mais en tout cas, j'allais dire, ça fait partie des choses absolument fondamentales que de pouvoir, disons, recréer quelque chose de l'ordre d'une maison, entendue au sens plus symbolique du terme, hein. Voilà. Alors, pour le coup, les parents font un certain nombre de remarques, de demandes. Alors, j'ai dû les collecter globalement ici, mais oh, ça porte en règle générale, alors c'est pas directement les espaces de rencontre qui sont visés, c'est des plaintes sur les délais d'attente, par exemple, hein, pour la mise en place du dispositif, hein, mais c'est en voie d'amélioration, hein. Euh, les jours et les créneaux d'ouverture, hein, tout ça renvoyant aux possibilités même des espaces de rencontre, les jours et les créneaux d'ouverture, au-delà éventuellement d'un mercredi ou d'un samedi, ou bien un seul jour parfois en certains lieux parce qu'on ne peut pas s'organiser autrement. Bon, alors les parents évidemment s'interpellent là-dessus. Sur la qualité des lieux et des aménagements, donc ça c'est leur regard à eux sur une plus ou moins grande vétusté, plus ou moins de jouets à disposition, etc. Bon, ça fait partie de leurs petites remarques. Les parents hébergeants, ça je l'ai pas mal souligné dans le rapport, parce que les parents hébergeants se sentent, et les professionnels l'admettent aussi, c'est sur la question de l'accueil et l'accompagnement des parents hébergeants qui ont un rôle difficile dans l'affaire souvent, hein. Alors, parfois, aucun souci, au contraire, ils sont très, très heureux de permettre à leur enfant de maintenir le lien avec le parent dit visiteur. Mais dans d'autres situations, compte tenu des tensions qu'il y a eu dans le couple, voire des violences, c'est un acte difficile que de remettre son enfant. Et pour le coup, souvent, ça se fait un petit peu nécessairement, hein, sinon à la va-vite. En tout cas, ça doit pas prendre trop de temps, ne serait-ce que pour laisser arriver le parent visiteur sans que tout ce petit monde s'entrecroise, il faut parfois éviter ça. Bon, c'est pas toujours facile. Donc il y a une bonne réflexion, je crois, à conduire sur la place des parents hébergeants dans l'affaire. Les difficultés de transport que certains rencontrent, mais je crois que de plus en plus des choses comme nous pratiquons aujourd'hui peuvent se mettre en place dans les cas les plus extrêmes de très grande distance, par exemple, hein. Euh, la durée des rencontres et de la mesure, alors ça relève plutôt de la justice, qui peut avoir des appréciations différentes d'un site à l'autre
en octroyant des créneaux plus ou moins grands, plus ou moins adaptés avec l'âge de l'enfant, par exemple, ou des choses comme ça, mais ou alors tout simplement un nombre de visites trop court du point de vue trop réduit, un nombre trop réduit vu par les parents. Bon, il y a des choses comme ça là. Mais souvent d'ailleurs, il y a des relations de bonne entente et de bonne compréhension entre les espaces de rencontre et les magistrats pour éventuellement réaménager différemment les choses. Bon, voilà en quelque sorte les petits griefs donnés par les parents, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Je surveille l'heure, je ne dois avoir plus que 10 minutes à peu près. Ça va, vous me confirmez? Alors, du côté des professionnels, travailler en espace de rencontre, une diversité de métiers, ils sont listés là aussi dans les écrits, et c'est tant mieux parce que ça crée des équipes assez mixtes, avec des compétences multiples. Moi, j'ai observé, et les collègues aussi qui m'ont rendu compte de leur terrain, euh, vraiment j'allais dire, malgré les difficultés diverses et variées, hein, ne serait-ce qu'en ce qui concerne les équivalents temps plein que cela représente pour les professionnels, c'est-à-dire relativement faibles, les gens enfin oui, globalement, sont très contents de cette expérience professionnelle des espaces rencontres. Et ils sont même demandeurs de formations complémentaires, voilà, d'abonder, d'avoir du matériau, hein, pour, j'allais dire, embrasser encore plus leur travail au sein de ces espaces de rencontre qu'ils vivent globalement bien, même si je sais qu'il y a un turnover parfois ici ou là, mais je ne pense pas qu'il soit dicté par disons, une difficulté professionnelle en tant que telle, hein. Alors, tout ça est le fruit d'histoires dans les structures, hein, histoire de la pensée aussi, selon qu'on se réfère à telle ou telle école de pensée. Donc, on a des pratiques assez diversifiées, tout en respectant un cahier des charges établi. Alors, par le premier référentiel notamment. Et je parle là, la restitution de la recherche, je parle des éléments d'avant le nouveau référentiel dont j'ai pris connaissance depuis. Et effectivement, comme ça a été dit aussi par Jean-Michel Godet, voilà, moi j'ai été assez stupéfait, ou en tout cas assez admiratif du travail qui a été fait dans ce nouveau référentiel très, très précis, très documenté, et qui, pour le coup, répond à beaucoup de choses que nous avons observées sur le terrain, hein. Et je m'en réjouis, moi, en tout cas en tant que chercheur, parce que effectivement, il y a beaucoup de choses dont je vous parle là, ça sera repris après, hein, me semble-t-il, qui trouvent une sorte d'aboutissement ou de réponse dans le nouveau référentiel. Euh, alors, une tentative de typologie, c'était pas évident, mais je m'y suis essayé pour définir un peu des modes de fonctionnement qui seraient un peu variables ici ou là. Donc, les espaces dits mixtes, ce sont ceux au centre, là, ce sont ceux qui mobilisent un petit peu des compétences diverses et qui se situent entre, on va dire, dans le travail, hein, au quotidien, une neutralité bienveillante, que la rencontre se fasse, et puis en même temps un désir aussi d'accompagnement lorsque cela est nécessaire des parents dans la relation. Voilà, et puis la pluralité des équipes permet souvent cela. Ce que j'ai appelé espace normaux centré, c'était vraiment la posture d'espace rencontre où vraiment on veut absolument être dans la neutralité, c'est-à-dire appliquer ce principe de regard à distance, le moins interventionniste possible, pour que se crée véritablement la relation, l'intimité entre le parent et l'enfant. Et puis ce que j'ai appelé espace identitaire, c'est pas dans le sens réactionnaire, hein, c'est bien, ou repli sur soi, c'est bien au sens d'une identité forte du fait de l'histoire de la structure, où on va par exemple se référer fortement à la psychanalyse à tel endroit, et c'est une vieille histoire dans la maison, et on va être, disons, positionné comme cela. Tous répondent néanmoins du mieux possible aux attentes des espaces de rencontre, hein.
La question des écrits professionnels, alors voilà, au moment où j'écrivais moi le rapport, j'ignorais que ça allait être clarifié dans le référentiel. Comment les professionnels rendent compte aux prescripteurs, aux magistrats, notamment de ce qui se joue au sein de l'espace rencontre pour tel ou tel parent et enfant. C'est une question complexe. Ça a fait beaucoup de débats, je sais, hein, et aussi au sein des équipes. Qui écrit quoi, au nom de quoi, sur quel temps, avec quels mots, est-ce que les parents, voilà, comment les parents vont vivre cela, sachant qu'il y aura, comme me disait un des parents, un rapport sur lui. Donc évidemment, on adopte une attitude qui va correspondre un petit peu à ce que l'on sait, à savoir qu'il peut-être il y aura quelque chose d'écrit renvoyé au magistrat avec des enjeux pour les décisions à venir. Bon, c'est chargé comme affaire, mais on le verra tout à l'heure, ça a été clarifié dans le nouveau référentiel. Alors, les effets de la question du financement sur les pratiques professionnelles et la qualité du service, bon, là, c'est un petit peu le cœur disons, des problèmes et des irrégularités au sens espace de rencontre irrégulier dans le temps, hein, avec des nécessités parfois de fermeture. Il y a eu effectivement une situation qui était relativement instable, qui est en train de se stabiliser, hein, du fait de l'implication des instances vers les espaces de rencontre, mais c'est vrai que cette question du financement et de surtout sa pérennité, et sa stabilité, sa répétition d'une année à l'autre est fondamentale pour que les équipes puissent mettre en place de la qualité au bénéfice des personnes, à savoir d'abord des enfants et des parents. Quelques paradoxes, vous voyez, j'ai mis ça en discussion, donc je ne vais pas dépasser au bout du compte, je crois. Euh, oui, alors j'ai pointé ça. Alors ça, c'est plus une réflexion, on va dire, à la suite des observations, mais un petit peu un recul comme ça sur le paradoxe du lieu, c'est-à-dire que les espaces de rencontre se veulent être une sorte de reflet, hein, du foyer, de la maison, en fait, là où se jouent normalement les relations parents-enfants. Et or, on est dans un espace où on n'a pas construit, où les enfants et les parents n'ont pas construit ce que j'appellerais une sorte d'identité domestique, hein, quelque chose comme ça. Et donc, c'est un paradoxe que de vouloir proposer en fait quelque chose qui ressemblerait à de la normalité, hein, mais qui est bien entendu et bien compris par tous les usagers comme ne l'étant pas. Hein. Donc c'est une difficulté, ça renvoie comment dire, à des discussions théoriques éventuellement. La place de l'enfant dans cette affaire, le paradoxe, c'est qu'au nom de l'enfant, effectivement, dont la centralité a été aussi soulignée, nécessaire, malgré tout, pour le coup, il se retrouve de nouveau au centre des réajustements, des réarrangements entre les parents, encore pris dans ces affaires d'adultes quand ils sont petits, par exemple, hein, et de justice, et de travailleurs sociaux, etc. Donc, il y a ce paradoxe de vouloir faire le bien de l'enfant et en même temps, de ce fait, d'une certaine manière, il y a quelque chose de l'ordre de la continuité pour lui, hein. Le paradoxe du lien, alors ça renvoie à tous les débats qu'on peut avoir sur le maintien du lien à tout prix ou pas. Bon, ça c'est un sujet aussi sensible en France et dans le monde du travail social plus généralement. On a fait un choix de maintenir, j'allais dire, quel qu'en soit le prix, je ne l'espère pas. En tout cas, il y a quelques ratés, on voit bien, hein, il y a des ados qui se révoltent. D'ailleurs, on est obligé d'arrêter parfois, tellement des liens peuvent être toxiques, hein, comme l'on dit. Et donc, il faut aussi bien estimer la situation, sans doute, du côté des dossiers et donc du côté de la justice pour ce dispositif. Euh, la question du contrôle social, alors ça c'est une ancienne de la sociologie, de la philosophie, le contrôle social. Si on est mauvaise langue avec Deleuze, avec Foucault ou des gens comme ça, on dira que le dispositif, mais comme d'autres, hein,
ne fait que vouloir reproduire un certain nombre de normes établies et supposées être les bonnes socialement, en tout cas les normes acceptées dominantes hein, dans une société, là où justement on a affaire parfois, souvent même à des parents, à des familles qui ont beaucoup de difficultés avec les normes en général. Hein. Et donc on peut se demander dans quelle mesure l'effort qui leur est demandé hein, de rentrer quand même dans un cadre prédéfini, qui plus est en leur demandant d'être autonomes, de devenir eux-mêmes autonomes, on n'est pas confronté là à un obstacle majeur. Alors moi, je n'ai pas de réponse ou de solution pour cela. Si, est-ce qu'un travail complémentaire par ailleurs, mais alors avec tel ou tel parent en difficulté là-dessus, est possible? Quel type de travail? Avec qui? Comment? Je ne le sais pas, mais j'ouvre la question. Et puis quelques ouvertures pour en terminer. Bon, les conditions de développement des services, espaces de rencontre, développement parce que j'ai quand même entendu dans la bouche de beaucoup de responsables et la volonté, l'idée d'ouvrir, de faire plus, d'ouvrir des antennes par exemple. Hein. Bon, alors des projets qui se sont souvent heurtés à des questions de financement, mais il y a vraiment cette idée, ce désir en tout cas d'inventer aussi des nouvelles formes. Je ne l'ai pas développé ici, mais parmi les sites dont j'ai pu me rendre, moi, en milieu carcéral, hein, où quelque chose de très intéressant se fait, bon, si on veut développer des choses comme cela, ça passe effectivement par cette sécurisation financière, dont il est d'ailleurs question, hein, c'est d'actualité. Euh, le soutien aux pratiques professionnelles, alors j'ai mis formation, c'est pas que je veux prêcher pour ma propre maison, mais de fait, il y a de la demande de la part des professionnels elles-mêmes de formation complémentaire. Et puis j'ai cru apercevoir, alors pour le coup là dans le nouveau référentiel, qu'il y allait y avoir des formes quasiment d'imposition, hein, de formation complémentaire pour ce qui relève des espaces de rencontre. Développer des nouveaux projets, oui, alors des lieux adaptés, ça c'est plutôt, ça renvoie au bâti. L'ouverture d'antennes, ça renvoie à la question du maillage sur le territoire, puisqu'on a des inégalités de territoire de ce point de vue-là. Hein. Sans compter, c'est comme pour le logement en région parisienne, je crois que la situation est un peu complexe et tendue. L'intervention en milieu carcéral, moi j'ai observé en tout cas qu'elle méritait d'être peut-être développée et d'ailleurs les autorités pénitentiaires, je pense, seraient très favorables à cela dans la mesure où ça rentre aussi dans leur mission que de favoriser la réinsertion. Là, c'était des pères en prison, hein, c'est à Tours en l'espèce, comme vous le savez sans doute, puisqu'il y a très peu d'initiatives de ce genre pour l'instant, mais ça mérite peut-être d'être repensé et étendu. Et puis la question des publics spécifiques, addiction. Alors là, j'ai mis violence conjugale. Bon, moi, il en a été question là dans l'introduction tout à l'heure aussi. Et puis ça figure un petit peu dans le cahier des charges à venir. Moi, je l'ai mis là tel que je l'ai observé, c'est-à-dire comment organiser au mieux la mission des espaces de rencontre dans des situations de tension extrême, de violence passée, voire de violence qui s'exporte au sortir d'un espace de rencontre dans la rue quand des parents acrimonieux se rencontrent. Bon, il y a des thématiques spécifiques sans doute à travailler. Et puis, bon, le renfort de partenariat, ça c'est un peu un classique, mais c'était surtout pour aller vers, par exemple, le partenariat avec le milieu carcéral ou d'autres professions peut-être. Et comme je ne veux pas outrepasser mon droit à la parole, je vais m'arrêter là et je me rends disponible pour ensuite répondre à telle ou telle question sur la recherche en particulier. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Morange, pour cette synthèse très, très riche et qui nous permet quand même de mesurer l'intérêt de ce travail et combien, effectivement, vous l'avez souligné, les effets sur ce nouveau référentiel. Parce que dans le cadre du groupe de travail autour du référentiel, effectivement, on a pu mesurer que cette recherche répondait à un certain nombre de questions que nous avons mis au travail dans le cadre du groupe national.
Rapidement, je vais réagir et faire un peu le lien avec le nouveau référentiel. Bon, vous avez évoqué la diversité des pratiques. Et oui, je pense qu'effectivement, la recherche, elle a mis en lumière la diversité des pratiques, mais aussi l'intérêt de construire une culture commune. Et cela a été repris, je dirais, dans le référentiel, puisque ce qui paraissait important, ce n'était pas d'uniformiser les pratiques, mais de ressortir des fondamentaux autour des espaces de rencontre, tout en préservant ce que j'appellerais des spécificités locales, puisque cela fait 30 ans que les espaces de rencontre existent en France et qu'ils ont témoigné de la richesse de leurs expériences. Et je dirais que là, l'outil qui me paraît essentiel et qui est approché au niveau du référentiel, c'est le projet de service que tous les adhérents et tous les services doivent retravailler cette année. Ce projet de service qui doit être garant, à mon avis, de la singularité de chaque structure, c'est ce qui fait vraiment la richesse de cela, mais qui doit aussi répondre aux exigences qui sont présentées dans le cadre du nouveau référentiel. Et ça, je crois que c'est la gageure de ce travail de relecture et de réécriture de chacun des projets de service. L'autre point, c'est la question des professionnels et de leur qualification, effectivement. On mesure combien, dans un espace rencontre, l'importance d'une équipe pluridisciplinaire et l'importance également d'une posture professionnelle singulière. Ça, je crois qu'on le mesure dans les différents espaces de rencontre. Et cela a été aussi évoqué dans le cadre du travail au niveau national. On est sur une posture professionnelle particulière. Une fiche de poste a été proposée en ce sens en annexe du projet de service pour pouvoir mieux, je dirais, cadrer et recentrer ce qu'est cette posture professionnelle. Également, effectivement, dans le référentiel, il est vraiment question que les professionnels se forment, développent de nouvelles compétences, de nouvelles formations. Et je pense d'une manière complètement subjective, mais à la question des besoins de l'enfant, on en parle beaucoup depuis 2 ans, 3 ans. La question des violences conjugales, on va y revenir cet après-midi. Et puis tous les psychotraumatismes. Voilà, ça, ce sont des questions un peu fondamentales actuellement, sur lesquelles il faut que les professionnels réfléchissent, puissent se former et travailler pour accueillir au mieux les parents et les enfants. Vous avez parlé des écrits professionnels. Là, oui, c'est une vraie question qui a cristallisé, comme vous l'avez dit, beaucoup de débats, qui continue à le faire. En tout cas, le nouveau référentiel a tranché cette question, puisqu'il est nécessaire que les services donc, puissent construire ce type d'outils-là. Donc, c'est aussi quelque chose qui devra peut-être être mis au travail pour l'ensemble des espaces de rencontre. Et la FENAMEF, je pense qu'on aura notre rôle à jouer et qu'on y travaille d'ores et déjà sur comment accompagner les services sur ce type d'écrit, comment travailler cet écrit professionnel, qui n'est pas un rapport, comme on peut le penser dans la protection de l'enfance, mais qui est un écrit qui va donner à voir un certain nombre de choses. Et puis, j'en terminerai sur les conditions d'accueil. Il est vrai que ça, c'est un souci permanent, je crois, de beaucoup d'espaces rencontres sur les conditions d'accueil, d'avoir des lieux d'accueil adaptés, conviviaux. Et il y a une question plus particulière, et cela va me permettre de faire une transition, une question toute particulière de comment accueillir dans les espaces de rencontre, tant sur le plan, je dirais, des locaux, que sur le plan des accompagnements proposés par les intervenants et les accueillants, comment accueillir les situations relevant des situations de violence conjugale et de la mise en œuvre des droits de visite en conformité avec les ordonnances de protection. Ça, c'est aussi une question, je crois, fondamentale qui agite l'ensemble des espaces de rencontre.
Et je fais donc, comme je disais, la transition avec la prise de parole de Mirella Valerius, qui est donc chef de service au sein de l'espace de rencontre Attitude Médiation, basé en Guadeloupe, et qui va, à travers son témoignage, évoquer les pratiques pour justement gérer les violences intrafamiliales, les violences conjugales, et comment on peut mettre en œuvre des ordonnances de protection au sein des espaces de rencontre parents-enfants.